bonjour. Alors, ce matin, on va essayer de très concret et de parler du retour d'expérience d'industriels qui sont aujourd'hui en activité, en production avec des réseaux 5G. Et on a la chance d'avoir trois représentants de trois sociétés différentes. Jean-Mathieu Mondon d'Alcatel Submarine Network qui a démarré, comme il va vous le dire, un déploiement en 2022. Voilà. Et donc c'est intéressant parce qu'en 18 mois, 24 mois presque après. David Giger, merci beaucoup d'être là. David, ArcelorMittal, aussi qui a démarré dans ces eaux-là et qui a des très beaux sujets, notamment décarbonation. Au-delà, vous voyez, on ne va pas parler que 5G. Et puis une ETI, parce que j'aime bien toujours Acom, avec Patrice Laliter. Voilà. Et là, Acom a démarré il y a maintenant un peu plus de 6 mois ou 9 mois. Et donc, c'est intéressant d'avoir le retour d'expérience. Moi, je propose 3 thèmes. Le premier, c'est quelles ont été les motivations, pourquoi vous avez entamé la démarche. Le deuxième, c'est comment ça s'est passé un peu. Quels ont été, qu'est-ce qu'on pourra apprendre de cette expérience, et puis les cas d'usage, puisque quand même, en tant qu'industriel, c'est un gros sujet. C'est-à-dire avant de démarrer, pourquoi faire, qu'est-ce que ça va m'apporter. On démarre, Jean-Mathieu? Allez. Je ne sais pas si on m'entend. Bonjour. Alors, chez Alcatel Submarine Networks, l'implémentation de la 5G, d'abord, il faut comprendre que la première étape, c'est une digitalisation de tous les procédés et de tous les processus. Ça s'inscrit dans cette stratégie de digitalisation. Autrement, une 5G n'a pas véritablement d'état d'être, de raison d'être. Dans cette optique, nous sommes penchés sur la 5G pour ses capacités en termes de supervision, de sécurité, de fiabilité et puis de mobilité essentiellement. Donc ces dimensions nous ont apporté vers la 5G que nous avons déployée sur le campus industriel de Calais. Ça couvre 160 000 m² d'usine. Nos machines sont donc couvertes aujourd'hui par une couverture 5G. Elles ne sont pas toutes reliées aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire petit à petit. Et ça nous permet effectivement de relier nos machines d'une manière plus simple, sans une véritable logistique, sans tirer des câbles dans toute l'usine, et d'une manière très très fiable, si je puis dire. Et comment ça s'est passé? Alors comment ça s'est passé? Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu une première étape qui était d'abord, on y a pensé, c'était en 2020. Ensuite, une étape dans laquelle on a commencé à regarder les acteurs de l'époque en 2021, Q1, Q2 2021, des commandes passées à peu près à Q2 2021 et un déploiement qui s'est déroulé lors de l'année 2022. Donc pour les 160 000 m² à peu près, il y a encore eu quelques déploiements de fine-tuning, si je peux appeler ça comme ça, entre-temps. Mais l'essentiel de l'usine a été couverte en fin 2022. Depuis, ça c'est pour Calais en France. Depuis, on a fait également la couverture du campus de Londres Greenwich, sur lequel on couvre 8000 m² en indoor seulement. Calais, c'est outdoor et indoor. Et comment ça s'est passé? Plutôt bien dans l'ensemble, avec des acteurs c'est important aussi de s'entourer des bons acteurs, que ce soit un opérateur, des conseils, des intervenants qui savent ce qu'est la 5G et comment on la déploie. Pas de surprise particulière ou des choses marquantes à partager? Alors, on passe directement au cas d'usage. Pas de mauvaise surprise. Dans les bonnes surprises, c'est l'engouement que ça peut créer chez l'opérateur et chez l'industriel en général, l'intérêt que ça crée, avec nos opérateurs qui au fur et à mesure se posent des questions sur des cas auxquels ils n'avaient pas nécessairement pensé, de par la technicité de relier ça typiquement sur un câble, ou voire même avec la difficulté de la pénétration dans un milieu industriel avec toutes les résonances métalliques et électromagnétiques de la Wi-Fi.
Donc ça, effectivement, les bonnes surprises, elles sont plutôt de ce côté-là. Côté cas d'usage, alors il y en a trois gros cas d'usage au moment où je parle. Le premier, c'est sur une gestion technique centralisée sur l'ensemble du campus de Calais. La 5G nous a permis cette flexibilité de pouvoir typiquement relier nos automates directement à un réseau 5G sans avoir à recabler complètement l'usine. Alors, il faut savoir qu'on est dans un campus industriel qui a une bonne, dans l'ensemble, les machines, etc., une bonne vingtaine d'années. Avec un renouvellement de certaines machines et un renouvellement et des créations de buildings, de bâtiments, mais pour l'ensemble, on a cette difficulté qui est que tout a déjà été installé, qu'on a un nombre de hubs limité, etc., etc. Donc la 5G dans ce cas-là nous présente cette facilité de raccordement. Donc la gestion technique centralisée. On a des cuves dans lesquelles on enroule nos câbles, donc on fait du câble sous-marin sur des milliers de kilomètres, on a des cuves dans lesquelles on enroule nos câbles. Il y a aussi la gestion de la hauteur de ces cuves, du remplissage de ces cuves, qui est devenu automatisé et qui passe par notre réseau 5G. Ensuite, on a quelques autres cas d'usage, du type le remplacement du DECT par des téléphones 5G, qui est en cours. On a également l'usage de lunettes connectées, qu'on utilise sur la maintenance et sur la formation. C'est en gros les plus gros cas d'usage que nous avons. Nous sommes encore à l'étude sur du computer vision. Nous sommes encore à l'étude sur différentes choses du type la régulation et l'autorisation de certaines zones de l'usine au moyen de lecture ou de computer vision, encore une fois, sur des caméras et vérifier quel nombre de personnes, à quel endroit, etc. etc. Ok, merci. Donc, si on résume, et tu me corriges, c'est levier de transformation fort, plutôt des bonnes surprises et une dynamique positive dans l'installation et les gens qui se l'approprient. Et troisièmement, on compte les cas d'usage maintenant par dizaines, ou en tout cas, il y a un chemin pour ça et il y a un foisonnement. Okay. Tout à fait. Et ce foisonnement, il est créé de par la curiosité que ça suscite. C'est très important. Le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'était l'aspect... moi, je n'avais pas cette surprise-là. Je viens du monde de la radio précédemment. Donc, j'ai fait du déploiement public sur les réseaux 3G, 4G, 5G. Mais c'est vrai que dans le milieu industriel, d'avoir une supervision de son réseau et de savoir ce qui marche pas, ce qui est en panne, etc., à tout endroit dans l'usine, c'est quelque chose qui est véritablement confortable. On sait ce qui est connecté, ce qui n'est pas connecté, ou là où il y a un problème de qualité, de QoS quelconque sur du trafic. Voilà. David. Alors bonjour à toutes et tous. Donc je suis David Guigère, je suis le directeur du digital chez ArcelorMittal à France. Donc nous, ArcelorMittal a pour ambition d'être un des leaders de la digitalisation et de la décarbonation dans l'industrie en France et en Europe. Alors, quand on s'est posé la question de couvrir un site comme Dunkerque, alors je vais vous projeter juste un peu dans notre univers quelques instants. Un site comme Dunkerque, on parlait de 20 ans tout à l'heure, moi c'est 60 ans. La hauteur moyenne, c'est à peu près, on a des tours qui font jusqu'à 120 mètres de haut, du métal partout, des hautes températures, des conditions, on va dire, de poussière, d'environnement qui sont larges. Comment couvrir 10 km² quand au départ vous êtes dans une usine où vous n'avez même pas le réseau d'un opérateur qui passe. Donc c'était les conditions initiales. Et comment voulez-vous digitaliser quand c'est votre contexte quotidien? Eh bien on a pris la décision justement dès qu'il y a eu effectivement les initiatives au niveau gouvernemental de pousser dans le cadre de la 5G de prendre le pas et d'être un des premiers à rentrer dans cette aventure. Pourquoi? Parce que tout simplement nous ne pourrions pas réussir notre plan de transformation digitale et notre décarbonation sans la 5G aujourd'hui. Et alors, très concrètement, donc, ça passe par différentes choses. Donc ça passe par, on va dire, déjà répondre à un vrai besoin d'opérateurs qui se disent « je n'ai pas de réseau, je n'ai pas de choses, or dans ma vie quotidienne je l'ai, je ne comprends pas pourquoi mon entreprise n'est pas capable de me les produire ». Donc il y a un risque de différenciation par rapport à d'autres compétiteurs alors qu'on a vraiment, ou d'autres industriels qui ont vraiment besoin d'avoir les mêmes problématiques. Donc on a été très pragmatique. Aujourd'hui c'est un des leviers. Comme le disait Philippe, on a démarré pendant la phase Covid. Donc on a aujourd'hui, c'est un des plus grands réseaux 5G de France derrière, donc qui est porté, 10 km² couverts. Donc 9 antennes qui couvrent outdoor, indoor.
et qui nous permettent aujourd'hui d'accompagner complètement la mobilité des hommes et la mobilité des machines. Donc ça, pour nous, c'est très important. Et au niveau de la décarbonation, donc ArcelorMittal a annoncé un grand plan d'investissement qui va représenter 1,8 milliard d'euros et qui va véritablement transformer nos activités. Donc nous allons petit à petit nous passer du charbon, qui est notre matière traditionnelle, pour justement utiliser davantage d'acier recyclé, ce qu'on appelle vulgairement de la ferraille, qui va être, on va passer sur le site de Dunkerque, qui est un des plus grands sites du monde, il fait partie des 3 plus grands sites mondiaux, de 1 million de tonnes à 2 millions de tonnes. Et la 5G est au cœur véritablement de cette décarbonation. C'est-à-dire que depuis la traçabilité de l'acier recyclé qui vient par camion, par ferraille de n'importe quel endroit de France ou de Navarre, voire d'autres endroits, nous sommes capables d'analyser véritablement la nature de l'acier recyclé qui est présent dans le camion, analyser sa qualité. Depuis les réseaux, véritablement jusqu'à remonter de l'ensemble des données, jusqu'à générer un litige si on estime que la qualité de l'acier recyclé ne correspond pas à la commande initiale, et de pouvoir mener jusqu'à nos organes de process, donc la data circule directement jusqu'à nos porte-engins qui vont enfourner véritablement cet acier recyclé directement dans nos OG par commande du process et par rapport à la commande client. Donc vous voyez, on est vraiment sur une chaîne de valeur complète. Alors imaginez du métal partout, des quantités de métal. Alors, je vous invite à regarder, alors vous pourrez trouver sur le site, vous pourrez voir quelques photos. Imaginez me mettre des bornes Wi-Fi dans un endroit où circulent des gros engins ou autres, c'était même pas accessible. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est une réalité. Ça fait presque 1 an et demi que ce parc acier recyclé est en fonctionnement. Aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une différence compétitive parce que nos compétiteurs majoritairement sont en Chine et sont équipés par rapport à ces technologies. Donc c'est une vraie chance aujourd'hui d'avoir un site équipé, un véritable insurgé. Et en plus, comme le disait effectivement tout à l'heure, on a les mêmes cas d'usage KSN. Donc c'est porter la mobilité des hommes, la mobilité des machines. Donc c'est-à-dire nous allons très très loin. Nous avons presque 400 km de rails au sein d'ArcelorMittal. Donc nous poussons la technologie jusqu'à faire des initiatives de trains autonomes derrière aujourd'hui. Donc grâce à cette techno que nous ne pouvons pas, nous faisons des ponts automatiques autonomes pilotés par la 5G, également avec les organes de sécurité. Et bien sûr, imaginez un opérateur de maintenance sur une installation qui fait 700 mètres de long. S'il oublie quelque chose d'un plan qui n'a pas donc voilà, imaginez le nombre de kilomètres qu'il fait par jour. Donc là, l'information vient à lui grâce au réseau. Il a tout sur sa tablette et il est capable de mener son opération au plus près du terrain, au plus près de l'équipement, en sécurité. Il est capable de faire un audit de terrain de sécurité, d'avoir des informations sur sa machine, de discuter avec ses opérateurs. Donc c'est intégré complètement dans nos processus, nos procédures. Donc ce n'est plus un réseau, c'est pour nous une manière de travailler au quotidien. Et si on va un petit peu plus loin, comment tu vois l'évolution? Alors déjà aujourd'hui, nous c'est un vrai déploiement, puisque aujourd'hui je déploie sur Florange, donc ça fait maintenant 6 km² en plus, donc ça fera 16 km² couverts par la 5G. Et pour nous, c'est très important d'accompagner tout notre écosystème de PME, TPE aussi, qui est fondamental. C'est-à-dire qu'on a conscience qu'on a énormément d'intervenants qui viennent dans nos usines au quotidien, donc qui utilisent aussi, donc nous les mettons sur nos propres réseaux. Donc nous sommes notre propre opérateur, notre propre fournisseur de puces. Et donc notre objectif, c'est de former, d'accompagner pour qu'il n'y ait pas de distinction entre les PME, TPE qui interviennent à nos quotidiens à côté de nos salariés chaque jour et vis-à-vis de l'ensemble de l'écosystème. Donc c'est pour ça qu'on rentre véritablement dans l'utilisation globale. Et ce que l'on fait en France, c'est en Europe au niveau du groupe. Donc ça devient un standard qui est en train de se dupliquer en Belgique, au moment où je vous parle, en Allemagne, au Libéria, donc en Afrique, puisque nous sommes aussi miniers. Et donc indirectement, vous voyez donc une belle success story de cette aventure qui a démarré à Dunkerque. Je vais me permettre un petit peu le même exercice et tu me corriges. Si on résume le pourquoi, c'était parce que justement il y avait une forte ambition, notamment de décarbonation, de données, d'utiliser la donnée. Et donc il fallait une infrastructure globale et robuste. Et deuxièmement, même chose, le déploiement pour toi, ça n'a pas été... Bon, il y a le sujet que tu n'as pas mentionné parce que vous étiez assez tôt de la disponibilité des devices. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est passé cette époque-là. Et le troisième, point de vue cas d'usage, là, tu as déployé quand même déjà beaucoup de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est dans l'explication que tu viens de rappeler, c'est qu'on ne parle pas beaucoup de technologie 5G, on parle surtout de
qu'est-ce que ça apporte dans la décarbonation, qu'est-ce que ça apporte dans le travail de tous les jours des opérateurs augmentés. Exactement, et exactement, j'ai le même témoignage, c'est-à-dire que pour nos opérateurs, ça change les manières de travailler, ça ouvre de nouvelles perspectives de processus, de la compétitivité, de la rentabilité. Et en fait, on ne se pose plus la question de se dire est-ce qu'on a du réseau ou pas. On utilise notre réseau et on en tire parti et profit. Et c'est vraiment là le sens aujourd'hui d'une vraie transformation qu'on est en train de réussir. Merci. Alors, Accom, parce qu'on me dit souvent, oui, mais ça c'est pour les grands groupes. Moi, je pense pas du tout que c'est pour les grands groupes. Accom est un peu plus petit, un peu plus petit. Mais il y a des caractéristiques intéressantes. Vas-y, Patrice. Alors, donc, je me présente, Patrice Lalinec, de la société Accom. Je fais partie du service, du département R&D. Et à ce titre-là, on a accompagné donc, le déploiement de la 5G sur le Lab 5G. Qui a été mis à Accom. Alors pourquoi? Quelles ont été les motivations pour Accom? Accom, on est fournisseur de produits pour le monde des télécoms et c'est tout naturellement qu'on a vite compris l'intérêt des réseaux mobiles 5G privés, l'intérêt qu'ils allaient susciter. Ça, c'était une première motivation. Ensuite, il y a eu la motivation aussi d'upgrader, de pouvoir un jour upgrader aussi nos capacités de production, d'être les best in class, d'être au meilleur niveau pour la gestion des données, l'agrégation de toutes les données qu'on peut obtenir des différents matériels. Il y avait bien sûr aussi le besoin d'accompagner la DSI qui est sollicitée de plus en plus aussi pour mettre à disposition toutes les données machines. Voilà. Enfin, on a réussi à franchir le pas parce que bon, tout ça a un coût, c'est quand même un gros projet pour une petite entreprise comme Accom. On est 1200 salariés là sur Mortain. Ça a été aidé grâce au plan France Relance, qui nous a financé en partie. Et donc, c'est ce qui nous a permis finalement d'y aller, de décider d'y aller. Ça a été l'impulsion supplémentaire, on va dire. Voilà, l'impulsion qui était nécessaire. Et donc, on a commencé par faire une étude sur le réseau Accom, enfin sur le site Accom. C'est 46 hectares extérieurs. Il y a 11 000 mètres carrés couverts. Donc il fallait déployer la 5G sur tout ça. Sur les parcs, on a le stockage des tourelles, les chariots, etc. qui circulent. Et bien sûr, dans les bâtiments, il y a tout le parc machine. Et donc on a déployé des réseaux d'antennes extérieurs, intérieurs, pour couvrir le besoin de tout ce périmètre-là. D'accord. Et si on parle des cas d'usage? Alors, les cas d'usage, ça fait partie des premières réflexions quand on a décidé de démarrer le projet Lab 5G. C'était de définir quels étaient les cas d'usage. On a passé beaucoup de temps, ça prend du temps, il ne faut pas se tromper. Il y en a qu'on a écartés. Alors au final, aujourd'hui, ceux qui ont vraiment été réalisés en tant que POC, pour l'instant on n'est pas encore dans le déploiement définitif, mais ça commence. On a des cas de lunettes connectées. Là, typiquement pour assister la maintenance, faire que les agents de maintenance et techniciens qui sont à distance, en astreinte, puissent accompagner la production en dehors des horaires normaux, on va dire les week-ends ou autres. Ça permet aussi de pouvoir assister à distance les filiales. On a quelques filiales, et donc grâce aux lunettes connectées, on peut démontrer sur notre site de Mortain, France, un technicien distant filiale. Donc tout ça, on l'a mis en évidence, ça fonctionne très bien. On a d'autres sujets, cas d'usage qui sont en cours de déploiement, c'est le cas des AMR, donc les chariots qui vont transporter les matières premières dans l'atelier. L'avantage de la 5G pour ça, c'est qu'on a une couverture totale, il n'y a pas de zone d'ombre, on a une continuité de service, chose qui n'était pas possible avant. La Wi-Fi est quelque chose de pas assez robuste. On avait essayé aussi avec la 4G des solutions sur les lunettes connectées, là pour le coup. Et c'est pareil, on voyait bien que c'était très vite limitatif. Donc la 5G nous apporte ce service-là. Ça nous a permis aussi de déployer des réseaux d'IoT, où on peut mettre facilement des capteurs sur les machines, à droite, à gauche, enfin les déployer assez largement, et prélever de la donnée comme ça, sans avoir besoin de mettre un gros système de câblage en place. Il y a notamment le cas d'usage que j'aime bien, c'est le changement de couleur ou le changement de... Voilà. Ah oui, alors là, on a mis effectivement un système de caméras connectées qui nous permet de faire de l'analyse de colorimétrie sur les lignes. Et donc ça a été fait facilement sur une machine qui n'était pas du tout adaptée à communiquer à ce niveau-là. Donc la 5G nous permet de remonter les données, de les faire traiter en edge computing dans la salle informatique
et de ramener finalement l'information, ça marche pas, c'est bon, c'est mauvais, immédiatement, sans avoir besoin de traiter la donnée sur place. Mais je me permets d'aller un peu vers toi là-dessus, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi une économie assez intéressante. Justement, auparavant, vous aviez du déchet et vous avez diminué les rebuts, notamment grâce à ça. Oui, alors effectivement, c'est des sujets. On cherche forcément, quand on déploie ces solutions qui sont quand même un peu coûteuses, on cherche à diminuer, à retrouver un peu de ROI malgré tout. Et donc ça, c'en est un. Ça permet d'avoir l'information immédiatement. Elle est traitée en temps réel. Et immédiatement, on peut dire, bah voilà, il y a un problème. Et ça évite effectivement de continuer une production et puis de recaler les choses au plus vite. Ouais. Tout à fait. Ok, bah je vais me permettre à peu près le même exercice et tu fais la même chose, tu me corriges. Moi, ce que je vois chez Acom, c'est justement, vous étiez arrivé à un niveau de digitalisation, numérisation, il fallait franchir le pas pour aller un peu plus loin. Donc, de nouveau, à la fois un moyen supplémentaire, mais aussi un levier de transformation. C'est comme ça que vous avez notamment automatisé avec les AMR. Auparavant, il n'y en avait pas. Oui, tout à fait. Et donc, ça, c'est dans le pourquoi. Je pense que c'est assez fort. Et c'est le deuxième. Comme vous étiez en tout cas dans le panel de troisième, les sujets de déploiement étaient sans doute assez classiques. Il n'y a pas eu de grande. Tu l'as pas mentionné, mais. On a été accompagné là, par un intégrateur qui connaissait bien le sujet, Alsatis. Je voulais en parler tout à l'heure dans une question un peu, justement, quelles sont les recommandations, et je pense que c'est là. Et si on résume sur les cas d'usage, même chose, vous avez commencé avec quelques-uns, et puis il y en a qui tombent, et puis il y en a de nouveaux qui arrivent. Quoi. On voit bien que le démarrage, ça se base sur quelques cas d'usage, et puis au bout de quelques mois, les gens s'approprient et on a un foisonnement. Et c'est important de ne pas partir sur des cas d'usage trop complexes. On avait hésité, on a quand même essayé de déployer un petit peu, de regarder d'un peu plus près le cas d'usage des drones, avec une analyse périmétrique du site Acom. Mais on voit que ça, le drone, ça demande, alors déjà c'est très coûteux quand même, et ça demande quand même une mise en place complexe, très complexe. Et nous, aujourd'hui, avec le recul, on est plutôt à se dire, commençons petit, par les premiers cas d'usage qui donnent tout de suite un service immédiat, que tout le monde comprenne bien l'intérêt de cette 5G, d'apporter de l'information rapidement, de traiter les données rapidement. Voilà, ça c'est essentiel, avant d'aller dans des trucs plus complexes et trop coûteux, quoi. Ok, merci. Si on essaie d'être pratico-pratique pour les gens du salon, pour démarrer, est-ce que vous leur recommanderiez quelle est la première étape? C'est aller voir un intégrateur, allez vous voir, aller voir. Enfin, c'est quand même la question de base, c'est comment on aborde les choses. Et chacun l'a abordé de façon différente, avec plus ou moins d'objectifs directs ou indirects. Mais si vous aviez un ou deux conseils ou éléments à recommander, puisque j'ai le micro, je peux faire une première petite réponse, puisque le Lab 5G qui a été déployé à Accom, Mortain, en Normandie, se veut justement d'être ouvert à accueillir les gens de l'extérieur. Donc qui veut venir voir ce que c'est que la 5G industrielle peut venir à Accom Mortain. On se fera un plaisir de vous démontrer ce qu'on a fait, comment on a déployé, voilà, comment ça marche. Et voilà, ce sera avec plaisir, il ne faut pas hésiter. Et comme tu l'as mentionné, vous avez été accompagné par un opérateur intégrateur, on va dire. Voilà, par Alsatis, l'intégrateur qui a mis en place. Sans faire directement de la pub, on va dire un opérateur intégrateur. Alsatis, c'est très intéressant, mais je pense qu'il faut se faire accompagner. En tout cas, pour une PME ETI, c'est clair. Oui, dans l'intelligence de disposer toute l'infrastructure, savoir le réseau d'antenne, comment le mettre, les matériels qui existent, etc. Il faut absolument avoir des spécialistes en accompagnement. Ouais. D'accord. Quelles seraient tes recommandations, David? Parce que là, on est grand groupe, des grandes ambitions. Eh bien, l'accompagnement est important, mais c'est aussi important de travailler véritablement avec tout l'écosystème. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on ne crée pas qu'un réseau, on crée véritablement un projet d'entreprise. Et donc, tout le monde, depuis le COMEX, en passant par chacun, au final, est utilisateur de ce réseau. Ce qui est important, c'est vraiment de... Effectivement, il ne faut pas aller trop vite, mais il faut surtout se dire qu'à la fin, il faut se poser la question réseau privé, réseau public, quand même. Ça, c'est quelque chose de très important. Quand on est dans notre cas où effectivement on peut avoir des données sensibles, un risque industriel fort, la question ne se pose pas.
Mais par contre, elle se pose avec qui le faire, comment le faire. Et donc nous, effectivement, le fait de s'être fait aider a été au départ une aide. Mais après, on est aujourd'hui ravis de prendre aussi notre destin en main. Donc, c'est-à-dire que ce sont aussi mes équipes qui opèrent aujourd'hui les réseaux, qui sont capables de le porter, qui sont capables de le faire aujourd'hui. Donc, c'est aussi une opportunité d'être passé à quelque chose. Et ça veut dire qu'aussi les cas d'usage viennent de la part de nos équipes qui nous challenge, qui nous poussent et qui disent on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela. Donc, ça veut dire aussi de continuer à écouter le terrain, ne pas avoir peur de se lancer, de regarder, de ne pas non plus se dire, au départ, tout le monde a le même réflexe. Oui, mais j'ai mis du Wi-Fi en termes de ROI. Moi, je le dis, si je devais avoir investi en Wi-Fi ce que j'ai fait, j'aurais mis peut-être 30 ou 40 fois ce que j'ai investi en 5G. Donc, il ne faut pas se raisonner là-dessus. Je ne fais pas la même chose que ce que je n'aurais jamais pu faire d'un point de vue investissement, surtout qu'en plus... aujourd'hui, tout ceci est pris sur les coûts de production aussi, donc directement. Donc si ce n'était pas, c'est important de le dire, c'est aussi que ce n'est pas quelque chose en plus. Donc si ce n'était pas rentable, on ne l'aurait pas fait et on ne le déploierait pas. Peut-être un mot sur l'ouverture d'un campus. Voilà, donc nous allons en région aussi développer, en particulier en Hauts-de-France, développer un peu la même approche, un campus, on va dire 5G, qui a pour ambition également d'emporter les PME, TPE, l'écosystème, toutes les startups et toutes les autres structures, donc parce qu'on a énormément de demandes de visites aussi, dans le cas de France Industrie ou d'autres, donc on est à plus de 250 visites par an, donc ça commence à être un petit peu compliqué. Donc on préfère aussi avoir l'opportunité de pouvoir montrer concrètement les choses, d'accompagner, d'aider beaucoup à franchir. Donc on est en train aussi de faire des formations pour des membres du COMEX aussi sur ces sujets, pour essayer de partager notre expérience, ainsi que de la transcrire dans des directions d'entités plus petites aussi, parce que les enjeux sont les mêmes. Et donc c'est là où on a vocation à créer au sein de l'écosystème global pour qu'il n'y ait plus de frontières avec la 5G. C'est ce qui nous montre aujourd'hui, quelle que soit la taille de nos entreprises, c'est le même dénominateur commun et il faut continuer à le promouvoir. Donc ça ouvre quand à peu près? Il ouvre à partir du mois de... Donc normalement on attend les dernières réponses qui doivent sortir au mois d'avril. Et donc il ouvrira, on pense, à partir juste avant l'été pour démarrer dans son régime de croisière en septembre. Voilà, et on espère faire une journée chez vous le 17 septembre. Voilà. Tout à fait. Et vous êtes toutes et tous les bienvenus. Alors, même question. Alors, même question, pas la même réponse, ou presque pas la même réponse. À vrai dire, je vais résumer, je vais dire les choses quand même un peu connexes. Je pense qu'il est très important de comprendre que c'est un environnement dans lequel il faut vraiment s'engager, il faut se plonger. Les premiers réflexes, à mon sens, c'est de chercher du conseil et chercher un entourage éclairé et technique et spécifique sur la 5G, sur l'implémentation d'une 5G dans une entreprise. Il y a effectivement différents acteurs. Il y a le Satis, nous on est passé par Nokia. C'est important de déterminer aussi quels sont les bons acteurs. Je pense que la question entre l'hybride et un réseau privé, elle est très judicieuse. C'est une question pertinente qu'il faut vraiment se poser. Dans notre cas, c'était pour les mêmes raisons qu'ArcelorMittal. On avait besoin chez Alcatel Submarine Networks d'un grand degré de confidentialité qui nous apportait assez naturellement sur un réseau que nous opérons et que nous supervisons. C'est important pour nous, c'est important d'avoir notre donnée, nos cartes SIM, notre réseau à nous et qui ne passe pas par un réseau grand public. Mais encore une fois, il y a différentes possibilités qui sont ouvertes. Vraiment s'intéresser au milieu. Nous, de ce côté ASN, on a moins de visites qu'ArcelorMittal, on n'est pas à 250 visites par an. On en a quelques-unes cependant. Et ce n'est pas fini. Je n'ai pas de date en tête sur des visites ouvertes, mais on fait des visites assez dédiées avec des entreprises qui s'intéressent à nous. Donc il suffit d'y porter un certain intérêt. Et nous sommes ravis de pouvoir organiser cela dans la mesure du possible, bien sûr. Et dernier élément, écoutez, je suis sur LinkedIn, je m'appelle Jean-Mathieu Mondon. Il n'y a pas de problème à ce que vous veniez me contacter si vous avez besoin d'informations sur ce que nous avons fait, la façon dont nous l'avons fait et ce que nous pouvons faire et sur les orientations qu'on peut donner. Encore une fois, je suis un ancien de la radio, c'est peut-être un peu plus facile pour moi, mais ça reste un milieu dans lequel il y a une certaine technicité, une certaine spécificité. Si on n'est pas bien encadré, ça peut présenter beaucoup de questionnements. Je voudrais aussi mentionner, parce que vous ne l'avez pas mentionné, que depuis hier, vous êtes officiellement labellisé vitrine de l'industrie du futur. Alors oui. Alors c'est un label qui quand même met en avant une démarche de transformation dont on a parlé tout à l'heure et qui est aussi
notion de partage, d'information. Vitrine industrie du futur, ça veut dire donner un peu accès à la façon dont on s'est transformé. Et je crois que c'est important parce que on a beaucoup parlé de la numérisation, de la digitalisation, mais ça aussi c'est un levier très fort, ce que vous avez démontré. C'est tout à fait vrai. Il était important aussi pour nous de nous y inscrire pour différentes raisons. Une, de pouvoir porter ces messages-là également et de pouvoir être une vitrine à proprement dit. L'autre aussi, de rentrer dans cet environnement et cet écosystème dans lequel il y a différentes vitrines et dans lesquelles on peut discuter entre entreprises, comme on le fait entre nous avec ArcelorMittal ou avec Acom. Donc voilà, toutes les idées sont bonnes. Il y a aussi ça, il y a toute cette foison de bonnes idées, d'initiatives qui est bonne à partager et que nous ne sommes pas avides. Et nous ne sommes pas, nous ne serons pas radins dans ce que nous pouvons partager. Merci. Il y a une question. Alors, quid de la latence? Oui, comme vous l'avez vu, on n'a pas parlé du tout de performance, on n'a pas parlé de technologie parce qu'on s'adresse beaucoup aux industriels en général et ce qu'on veut, c'est voir ce que ça apporte. Mais on va essayer de répondre de la latence sur le terrain. Quid de la latence? Tout dépend je vais faire une réponse un peu de normand, tout dépend du dimensionnement. Donc, tout dépend du dimensionnement. À vrai dire, chez nous, la latence, on est entre 15 et 20 millisecondes en termes de latence. Ça, c'est ce que j'ai observé moi en faisant des essais. Maintenant, on peut améliorer ça. On peut passer, aujourd'hui, on est sur un réseau, alors si on rentre techniquement sur des bandes N38, N77, N78, donc dans la bande 3,4 GHz, on monterait sur du 26 MHz. Du 26 GHz, on serait sur des latences beaucoup plus faibles. Ce n'est pas ce qu'on a recherché jusqu'à aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'étudie pas, mais dans les besoins que nous avons aujourd'hui, nos 15 à 20 millisecondes sont parfaites. Voilà. Alors c'est exactement la même chose de notre côté, sachant que je vous ai parlé tout à l'heure de mobilité des machines. Alors c'est un peu plus, si on arrête effectivement un pont automatique, si la latence n'est pas là, il y a un risque, surtout avec une bobine qui fait 35 tonnes en termes de ballon, donc vous imaginez. Donc aujourd'hui ce n'est pas un problème pour nous non plus, donc c'est au contraire, on a des initiatives de train autonome, le train qui circule à 15-20 km/h, qu'on est capable de faire s'arrêter automatiquement avec une visualisation, etc. d'une cible. Donc ça change justement les opportunités, ce que je ne ferai pas qu'un réseau public. Par contre, autre sujet, nous travaillons nous sur l'interopérabilité, puisque mon train ne s'arrête pas et le réseau ne s'arrête pas non plus aux frontières de notre usine. Et donc je regarde comment, avec un réseau public, en vérifiant la cybersécurité et l'opportunité, je peux continuer à opérer un train qui pourrait circuler à un moment, un jour, quand les choses évolueront vers le domaine public. Donc, mais ces sujets de latence sont très importants. Nous, on les teste énormément en termes de sécurité. Et donc c'est clé, mais aujourd'hui ce n'est pas un problème. La technique, elle est vraiment là, elle est mature pour pouvoir faire des cas d'usage importants d'automatisation des hommes et des machines. Moi, pour ce qui me concerne, j'ai pas la connaissance de la valeur. Je sais qu'on a pu faire la différence entre les essais, les usages de lunettes connectées, encore une fois, avec la 4G, qui avait du mal à fonctionner, vraiment. Et là, quand on est en 5G, là, c'est limpide. On peut vraiment agir en temps réel. Ça me rappelle la petite anecdote. C'était lors de ma visite chez ASN. On voyait les gens utiliser les lunettes. Mais vous utilisez ça tous les jours? Ah oui, mais vous en aviez avant? Ah oui, c'était dans l'armoire. Ouais, bah voilà. Ça, c'était du temps de la 4G ou du Wi-Fi. Ouais. Ok, mais je vous remercie. J'espère qu'on vous a apporté des informations et qu'on a nourri la réflexion. En tout cas, de toute façon, c'est enregistré, c'est dans la boîte. Si vous l'avez vu aujourd'hui, tant mieux. Si vous voulez le revoir, vous l'aurez au travers de GL Events. Merci beaucoup.